Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui on va parler d'investissement, de time frame un peu plus long, un peu plus large, histoire de, voilà, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait, donc on va parler d'investissement sur Bitcoin. Et puis on va également discuter de l'évolution, tout simplement du prix. Je pense que ça sera pas trop une vidéo news, puisque j'ai pas des choses énormes en ce moment à regarder, si ce n'est du côté de l'Europe, peut-être Crédit Suisse, mais bon, on va passer quand même, on va pas passer trop de temps là-dessus. Ici, comme je vous disais, grande time frame. Alors, d'abord, je voudrais expliquer pourquoi mon graphique est si chargé et pourquoi, en effet, j'ai besoin de toutes ces droites, plus ou moins. Il y en a certaines que je nettoie plus ou moins quand on passe les niveaux qui m'intéressent, mais le fait de garder un petit peu toutes ces droites sur cette correction m'intéresse en partie. D'abord, on a... on peut le dire quand même, une épaule, tête-épaule ici, qui a trouvé sa target. Donc pour moi, le fait de garder ça sous les yeux, c'est bien. La deuxième chose également, c'est qu'on a plusieurs figures en compétition. On a ici un élargissement descendant plutôt, qui a cassé ici, et qui du coup, lui, a une target autour de 95 000 $. Ça veut pas dire qu'on va y aller en ligne droite, etc. Comme vous le voyez, on peut retester plusieurs fois le biseau. Le plus important étant de pas le réintégrer. Mais bon, là, étant donné la pente, on pourrait le réintégrer, hein, mais voilà, je doute que, pour le moment, en tout cas, il fait son job. C'est-à-dire que, même y compris sur le dernier point là, au 19,5, il nous a repoussé vers le haut. La deuxième chose également, c'est, vous le voyez, ces deux autres targets que vous voyez et qui sont là, et qui du coup correspondent à d'autres élargissements qu'on a également sous les yeux. Le premier, c'est celui-ci. Alors celui-là, j'ai pas gardé la droite du bas, mais il est comme ceci. Et lui, il a une target autour des 50 000, donc ça c'est beaucoup plus du court terme. Vous savez que pour trouver la target d'un biseau, on prend l'amplitude totale de la figure et on la reporte ici au point de cassure pour avoir la target. Ces targets, elles sont atteintes dans 80% des cas, mais les élargissements sont des figures assez tricky, au sens qu'ils peuvent retester beaucoup de fois, etc. C'est des figures qui sont pas difficiles à trader, qui sont difficiles à trader, si on peut le dire comme ça. Et troisième target qui est ici, le petit biseau dont on est très proche, c'est les 31 000 $. Et celle-là, pour le coup, elle correspond à un autre biseau que je cherche là tout de suite, et qui doit être, je pense, celui-ci, c'est-à-dire là... et là, il me semble. On va vérifier ensemble. Petit biseau violet. Du coup, j'ai dû effacer une droite qu'il fallait pas. Mais globalement, oui, je pense que c'est ça. Ouais. Petit biseau violet. Peut-être celui-ci, en fait. Voilà. Peut-être ça. Voilà. C'est exactement ça. C'est celui-ci. Donc, du coup, vous avez là une descente. Le biseau fait ses vagues. Et on a une cassure ici à ce stade. Et ça nous donne une target ici. Je le répète, amplitude de la figure reportée au point de cassure. C'est-à-dire ici. Ok? Donc toutes ces droites, elles ont effectivement une fonctionnalité. Ce qu'on peut regarder aussi, c'est éventuellement, là pour le coup, pas un élargissement, mais un biseau, puisque les droites sont convergentes, et ce biseau a une target bien au-delà, surtout si on considère que ce biseau est le fanion de ce mât-là. Le mât serait ici, et là vous avez toute la correction de finalement la montée depuis Covid qui s'est faite elle-même dans un biseau descendant et que présentement on pourrait être en train de casser. Fanion peut se faire en 3 ou 5 vagues. Bon là vous voyez que en gros, si on compte pas celle-ci, si ça c'est juste la première, on serait plutôt sur 1, 2, et alors deux questions là, soit on fait une troisième vague, c'est-à-dire que on descend ici, soit tout simplement on a trouvé ici, excusez-moi, je reviens en arrière du coup, mais en fait là, finalement la droite de ce biseau elle était ici, et donc du coup en fait on a vraiment compressé sur la fin, et ça fait 1, 2, 3, et là on est en train de s'échapper et de sortir de ce fanion. Donc ici ça pose des questions, hein, bien évidemment. Si on couche ceci à un point de rebond, admettons par ici, je sais pas, sur le premier, il est tout à fait possible, bien entendu, de faire un nouveau plus bas. On va ici resserrer les time frames, mais là vous avez vu que j'ai fait vraiment, on va dire, tout ce qui se passe en daily pour moi, et tout ce qui est relativement intéressant. On avait eu ce W ici où on a trouvé notre target, c'est super, et à partir de là, maintenant pour moi en daily, il y a plusieurs solutions.
sur la petite figure qu'on voit là actuellement. Soit c'est un élargissement symétrique de sommet, c'est-à-dire que cette figure se présente comme ceci, et à ce moment-là on a deux targets possibles, amplitude totale de la figure reportée au point de cassure, ça nous emmenait quelque part vers les 40 000 $, ou sinon amplitude de la vague 1 reportée au point de cassure, ce qui doit nous emmener quelque part vers les 31 000. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est ce qu'on appelle un top en diamant. Qu'est-ce que c'est qu'un top en diamant? C'est tout simplement, là, vous voyez, on a fait cet élargissement. Et ben, c'est qu'on resserre dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on fasse exactement la symétrie. Là, je l'ai mal dessiné. Mais en fait, la symétrie, ça voudrait dire ici redescendre, aller plus bas, remonter, ne pas arriver à aller aussi haut et faire quelque chose comme ça. Voilà, un diamant, ça se construit comme ça. Comme ça, et la target d'un diamant, c'est retour au point de départ, c'est-à-dire les 17 000. Donc si on commence à voir ce genre de choses, et bien du coup, c'est-à-dire une homothétie, je crois que ça s'appelle comme ça, une symétrie inversée ici, et bien du coup, ça sent pas bon du tout. Troisième chose possible également, c'est un Batman. Alors un Batman, ça va nous donner tout de suite une chute, et puis ensuite en fait une parallèle qui est parfaite, c'est-à-dire que là la parallèle elle serait vraiment parfaite par rapport à ça, et vous voyez que dans un Batman il y a une vague de plus, et ça fait à peu près, on va dire, le dessin du logo Batman, c'est pour ça qu'on appelle un Batman, et c'est la même chose qu'un diamant. Quand est-ce qu'on a vu ce type de figure? Parce qu'on a déjà vu ce type de figure sur Bitcoin. Pour moi c'était août 2020, le dernier en date, voilà, il est là. Où vous voyez, on n'est pas redescendu non plus tout en bas de la figure, mais par contre, on s'est cogné quand même un moins 20% sur BTC juste derrière, à partir du moment où on perd ici le moment. Qu'est-ce qu'on peut regarder aussi d'autre? Finalement, qu'est-ce qui avait tenu? On voit que c'était le creux précédent, hein, ici, en daily. Comme souvent, je vous dis, hein, vous voyez ici, il y a un creux, s'il tient, c'est plutôt boule. Là, en gros, il avait tenu. Et je me rappelle très bien... alors, vous voyez ici que l'élargissement est moins propre que celui qu'on a actuellement, au sens où nous, on est plutôt en train de faire ça, là. On enlèverait tout ce qui est là. Et là, en l'occurrence, vous voyez que c'était plutôt en montant comme ça, un truc un peu où ça monte sans réellement pousser. Et puis ensuite, ça nous a donné tout simplement la perte de momentum qui va vers la correction plus importante. Et on en a parlé hier, en ce moment, on a quand même de la liquidité qui est en dessous, étant donné qu'on a quasiment nettoyé, une bonne partie, on va dire, de la liquidité ici qui était au-dessus, ou en tout cas la liquidité à court terme. On parle pas des shorts de couverture qui sont potentiellement plus hauts, mais vous voyez que ici, le prix finalement, qu'est-ce qu'il nous dit? Sur la time frame, toujours en une journée, on avait un niveau ici à casser en daily, c'est-à-dire il fallait faire une clôture, voire une bougie entière au-dessus. Pour le moment, on n'a pas eu ce signal-là. C'est-à-dire que le prix a juste fait sa prise de liquidité, et pour l'instant, il est en train de refuser de repasser. Néanmoins, il est tout à fait possible qu'ici, ils prennent en fait finalement quoi? Du momentum en short, plus de shorters qui viennent et du coup qui nous rajoutent de la liquidité à venir prendre au-dessus, ou tout simplement fermer suffisamment de longues pour que la liquidité résiduelle soit en haut. Également nous emmener vers des zones de prix où peut-être les retail ou autres, où les institutionnels sont plus intéressés pour acheter qu'à 25 000 $. Je rappelle qu'en général, on évite d'acheter une résistance, tout simplement. Donc soit on aura ici quelque chose qui achètera au-dessus, soit tout simplement on aura des gens qui attendent un prix plus intéressant pour passer à l'achat. Ça, c'était pour le daily. Pour le 4 heures, globalement on est à peu près sur la même structure. Qu'est-ce qu'on a fait ici sur le 4 heures? Vous voyez qu'on avait une structure qui était baissière comme ceci, d'accord, ça c'était la structure 4 heures jusque là, et ce pump dorénavant nous donne une 4 heures qui est haussière, on va dire comme ceci, mais très agressive, donc bien évidemment attention, ça pourrait corriger avec création de gap, de fair value gap qui était là et là. On en a déjà mangé un, c'était celui-ci, quand on avait monté, on avait créé un fair value gap qui était là. On en a déjà mangé un. Maintenant, est-ce que le prochain niveau à maintenir c'est celui-ci, c'est-à-dire les 22,5, ou alors tout simplement le tout en bas ici, on a peut-être un niveau ici intermédiaire au 21,3 et tout en bas au 20,4. Il y a des niveaux avant ça qui pourraient maintenir, et je vais vous montrer lesquels. Peut-être que là, l'idéal, ça serait de se mettre sur cette charte-là, voilà. Donc là, on est sur les perps sur Bybit. Voilà les niveaux potentiels qui pourraient tenir. Déjà, je l'avais dit hier sur le Discord, mais ce niveau-là
peut tenir, hein, ça peut être quelque chose qui tient le mouvement, à peu près au 24, vous voyez qu'on est venu dessus, superbe entrée, et puis pour le moment, on est en train d'essayer de tenir la structure telle qu'elle est. On a le niveau suivant, et il faut comprendre ici, et je vais vous le montrer... comment... on est bien en 4 heures là, ouais. Bon, il faut comprendre ici qu'il y a quand même quelque chose qui pourrait tenir effectivement, puisque ça correspond quand même à un niveau, voilà. On va faire ça plus simplement. Ici, j'ai peut-être quelque chose éventuellement qui peut tenir en fonction de la 4 heures dans ces eaux-là, vous le voyez, puisque on a finalement la totalité de ce creux ici qui pourrait être protégé ici à ce stade également. Je vous ai rajouté ici le niveau des 23,5 qui pour moi est primordial également. Bon, après on a un niveau qui est à peu près similaire. Et encore une fois, juste en dessous, là on avait un support, vous le voyez, ici, qui avait fait son job ici par le passé, et puis là on l'avait perdu, on l'avait réintégré. Ici au moment où on essaye de le perdre, ça met du temps, dès qu'on le perd on accélère. Là quand on revient, on stabilise dessus, vous voyez qu'il nous donne bien évidemment une correction, et finalement dès qu'on le passe, ça pump. Donc si jamais on va au 22,5, pour moi c'est un niveau vraiment cohérent aussi, on a ce creux là qui essaye de protéger la jambe de ce mouvement. Donc 22,5 en gros, niveau des 23,9 qui pourrait tenir, et on a peut-être un petit quelque chose aux alentours de 23,5. Donc 23,9, 22,5, 23,5, et sinon ça veut dire que potentiellement on va attaquer la dernière jambe, c'est-à-dire 20,6, ok. Donc ça c'est les niveaux qui peuvent éventuellement être des niveaux, vous l'avez compris, intéressants pour rentrer dans du long, d'accord. On va pas tenter 50 000 entrées non plus, mais vous avez ici déjà une bonne base pour éventuellement vous dire, il y a des niveaux intéressants pour rentrer en long, et comprenez bien que celui des 23,950 ici en était un. Pour le moment, il a tenu une fois, vous le voyez ici. Ça veut dire qu'on pourrait le revisiter, retester ce niveau, être vraiment sûr qu'il tient et repartir. Ou alors, si on le traverse, tout simplement, on s'attaque à cette jambe-là. Si on s'attaque à cette jambe-là, vous comprenez qu'après, c'est les niveaux suivants. Voilà. Globalement, c'est plus ou moins des multiples de 500, finalement. C'est une coïncidence, mais vous voyez que ici, ça peut être le cas. On passe sur la 1 heure, parce qu'on a déjà fait pas mal de temps là-dessus. Sur la 1 heure, pour moi, c'est pas une épaule tête-épaule, mais puisque les épaules sont un peu petites, mais en tout cas, on a peut-être une structure de retournement ici, vous le voyez, avec bien évidemment cette correction-là qui est en train de se faire. Donc la structure 1 heure est en train de potentiellement passer baissière, donc ça, attention à ça. Et la 15 minutes également, qui finalement, a changé de caractère à peu près dans ces eaux-là, et qui désormais également est baissière. Donc on a une 15 minutes et une 1 heure qui sont baissières, contre une 4 heures et une daily qui sont haussières. Allez voir la 5 minutes pour essayer de trouver des retournements, c'est peut-être une bonne idée, à minima pour prendre des trades de soulagement, c'est-à-dire pas forcément retourner la structure dans son ensemble, mais en tout cas, vous le voyez ici par exemple, si on doit maintenir ce que j'appellerais, on va dire, la 4 heures plus ou moins, là on est entre la 1 et la 4 heures, mais si on doit maintenir ça... Allez, on va dire que c'est la 1 heure. On va dire que c'est la 1 heure. On va dire que la 1 heure, elle a juste changé de caractère ici, mais qu'elle n'a pas cassé. Elle n'a pas fait son break of structure ici, ok. Le vrai break of structure, même réellement sur la 1 heure, finalement, il est là. Donc, elle a juste fait un changement de caractère. Si on doit revenir, ne pas faire le break of structure de la 4 heures, etc., bien entendu, le niveau à tenir, c'est celui-ci. Donc, 23 900 à peu près. Voilà, on a fait l'analyse sur BTC pour moi, on peut désormais, et on a fait, vous le voyez, que de la price action, on ne s'est pas trop embêté avec du momentum, des choses comme ça. Vous pouvez le faire si vraiment ça vous intéresse, vraiment. Moi, j'y trouve pas trop d'intérêt ici, pour moi, c'est la chart qui me dit, j'en ai, je veux dire, des indicateurs de momentum, mais dans ce type de structure-là, c'est pas forcément des choses qui m'intéressent. Vous voyez que là, effectivement, oui, on va se mettre en 4 heures. On va juste faire une analyse rapide de momentum en 4 heures pour ceux qui le souhaitent. Oui, effectivement, le stochastique a bien corrigé. On a un chop qui, pour moi, n'est pas suffisamment chargé pour nous donner un nouveau mouvement violent. Là où il était chargé, le chop, c'était là. Et vous voyez qu'on a eu le mouvement violent. Il a été complètement déchargé. Il est désormais en train de se recharger. Et puis, ensuite, le money flow est plutôt positif. Et en ce moment, on est en train de faire une vague de vente qui n'est pour le moment pas forcément près de se fermer, puisque vous voyez que la VWAP s'écarte du zéro. Donc ça aurait plutôt tendance à nous dire, on est sur le RSI dans un moment de surachat,
Le stochastique, par contre, a bien corrigé. Ça peut traîner dans la zone, ça peut traîner sous la zone des 25,2 pendant un petit moment. Ça nous appelle potentiellement à peut-être une consolidation en 4 heures. Et sur la daily, on avait cette grosse div baissière ici sur le Cypher. Elle a joué, elle a vraiment ici envoyé le prix aux fraises. Le stochastique, pour le coup, en daily, il est très haut. Le RSI nous montre une divergence baissière ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est une divergence baissière potentielle, malheureusement elle ne sera que confirmée que si jamais déjà ce mouvement s'arrête là, et que si bien entendu on repasse sous les 28 de RSI, c'est-à-dire pour le coup le Batman éventuellement même dont je vous parlais. Donc là on aura le signal trop tard sur la confirmation. Pour le moment peut-être jouer la div baissière potentiel, un shop qui est complètement déchargé aussi, puisque vous le voyez, on a eu ce mouvement très puissant en daily. Donc voilà pour le momentum, comme ça on l'a fait, et voilà, pour moi ça me dit les mêmes choses que ce que je vois sur la chart, mais voilà, c'est peut-être bien pour le faire aussi et savoir utiliser le momentum entre guillemets. Ensuite sur Ethereum. Alors concrètement sur Ethereum, on est littéralement complètement dans la même figure, c'est-à-dire un élargissement également qui se trouve comme suit. D'accord. Donc possibilité de Diamond Top aussi, donc de top en diamant, pardon. Et alors cette trend là, on peut considérer qu'elle est perdue, mais elle peut rejouer dans le futur. On va considérer qu'elle est perdue, on va l'enlever. Cette trend là par contre, elle est très importante. C'est celle-là qui pourra éventuellement nous donner le diamant en fait finalement. Je sais pas si vous comprenez, mais du coup, si on se retrouve à jongler dans ces endroits-là et qu'on fait un superbe losange, à ce moment-là, c'est pas très bon du tout. Ether n'a pas poussé jusqu'au 1809 qui était la résistance supérieure ici. Et sincèrement, pour moi, l'étude, elle est à peu près la même en termes de price action, sauf peut-être à dire que il a peut-être un peu moins corrigé, mais vous voyez que les structures sont vraiment similaires, donc on va pas passer de temps sur Ether, c'est strictement la même chose. Voilà. On va faire désormais les news. Est-ce qu'on se fait un petit coup de stablecoin dominance? La stablecoin dominance qui joue un petit peu avec Noner, puisque elle était passée ici sous cette ligne oblique qui est une ligne de distribution, et là potentiellement un retest des 12%, on le voit, puisque le prix a baissé dorénavant. Peut-être tête épaule inversée ici, mais c'est pareil, les épaules sont vraiment pas jolies, donc c'est pas vraiment la peine de la compter. On pourrait tabler ici potentiellement sur un retest déjà à minima des 12%. Globalement, les 12%, ça correspond à peu près à des niveaux qui sont les niveaux du 1er mars sur Bitcoin, dans cette zone-là. Je pense qu'on était dans la zone des 23,5, 24 000 $ à ce stade. Peut-être que c'est ce que veut faire le prix. Ici, on a cette traîne de distribution ici qui pourrait nous rejeter également et nous faire repasser directement sans retest des 12% directement haussier. Maintenant, moi, qu'est-ce qui me fait me dire qu'on peut corriger plus? C'est tout simplement la liquidité. Et on va passer sur les news aujourd'hui parce que, comme je vous dis, il n'y en a pas. La seule news, c'est pour moi Crédit Suisse. Crédit Suisse, il y avait une banque saoudienne derrière qui a dit maintenant nous on va plus mettre la main au portefeuille, c'est terminé. Donc ça c'est la première chose, et la deuxième chose c'est que pour le coup ça peut amener une forme de contagion sur le système bancaire européen, parce que le système bancaire européen et vous le voyez ici, on va l'ouvrir là. Du coup j'avais pas vu celui-là. Mais en gros, on a des banques européennes si ça arrive à charger, on a des banques européennes dont les cotations ont été stoppées en pleine session. Donc probablement qu'on va avoir éventuellement quelque chose de la BCE qui nous dit que, vous le voyez ici, l'action Crédit Suisse. Crédit Suisse a déjà, dans un premier temps, dit oui, on a eu pas une super gestion, etc. Le problème étant globalement à peu près le même que celui qu'on a eu sur les Silicon Valley Bank et compagnie, c'est-à-dire tout simplement une période de taux d'intérêt quasi négatif et pendant lesquels on accumule finalement des bons qui sont pas très bons, un portefeuille qui n'est pas très bon. Et vous le voyez ici, on a un live sur, si vous voulez le suivre également, c'est un live update sur CNBC qui nous explique un petit peu ce qu'il est en train de se passer
passer puisqu'on est en ce moment dans les horaires de cotation européens. Donc ça, c'est pas très bon, hein, c'est pas très bon même pour la finance d'une certaine manière. On avait finalement une Europe qui avait surperformé les États-Unis sur ce début d'année malgré une guerre sur son sol. Et puis là, bien évidemment, on peut peut-être dire, c'est pas vraiment de la contagion, mais on peut dire que ici, à mon avis, d'une certaine manière, ce qui peut peut-être faire peur à Saudi National Bank, c'est tout simplement qu'effectivement l'Europe fasse la même chose que les États-Unis, c'est-à-dire qu'il protège les déposants, mais pas forcément les actionnaires. Et c'est ce que je vous expliquais dans la vidéo d'hier. On est forcément ici sur quelque chose où il y a un changement significatif, c'est-à-dire que le secteur bancaire n'est peut-être pas finalement le meilleur investissement de bon père de famille qu'on peut faire aujourd'hui, puisque effectivement les grosses banques peuvent se planter et effectivement elles peuvent faire faillite dorénavant. Enfin, en tout cas, c'est un petit peu la nouvelle doctrine. Mais par contre, les déposants sont protégés. Alors, les grosses banques, non. Les petites banques régionales, pour le moment, en tout cas, on a cette info-là, mais il n'y a pas eu de bail-out sur les petites banques régionales. Est-ce que ça serait le cas pour les grosses banques? Je pense que oui, c'est-à-dire que là, pour le coup, il y aurait des liquidités qui se mettraient en place, et je pense qu'on va peut-être avoir un mouvement de la part de la Banque Centrale Européenne qui va faire repartir tout ça. On va voir si c'est le cas dans tous les cas. En tout cas, ça pue du côté de l'Europe dorénavant. C'était déjà le cas en amont, hein. Crédit Suisse, c'est pas nouveau, qu'ils ont des soucis. Leur action était déjà en train de plomber, et puis là surtout le fait que le principal actionnaire dise on arrête de mettre la main à la we can not go, voilà. En fait, c'est même qu'ils n'ont pas le droit d'aller au-delà de 10%, donc du coup 10% du capital qui soit couvert, je pense. C'est une histoire de régulation apparemment. Et voilà, donc des capital ratios qu'ils ne peuvent pas tout simplement mettre en amont. Ici, il y a aussi d'autres banques italiennes qui sont un petit peu dans la panade, à savoir Unicredit, Finecobank et Monte dei Paschi, et je crois qu'il y a un organisme d'assurance vie aux États-Unis dont je me souviens pas le nom, mais j'ai lu ça il y a pas très longtemps, qui est très très mal. Je crois que ça s'appelle Ecovie, mais je suis pas sûr. Ecovita, Univita, un truc comme ça. Voilà, bon, on a fait la news, on va désormais faire la page de pub et après on va passer sur la liquidité. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de deux exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces deux exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo et là vous aurez trois liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça, et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça, et là vous allez passer votre souris sur votre icône de profil, et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots, et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation, et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID, et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces deux exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, hein, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention.
Voilà, donc du coup j'ai oublié pendant les news de vous présenter un petit peu le calendrier économique de cette semaine, je crois pas l'avoir fait. Donc aujourd'hui on aura PPI. PPI c'est quoi? C'est le Producer Price Index, c'est-à-dire ça va nous donner globalement des informations sur l'inflation plus tard. Si c'est plus cher de produire, à ce moment-là c'est plus cher également sur les étals, dans les magasins. Les ventes au retail, c'est-à-dire que ça va nous donner des informations sur la consommation. Donc tout ça, ça sort à 13h30, donc dans 25 minutes. Et également le manufacturing, voilà, toutes ces choses-là. Demain, on aura le rapport hebdomadaire sur les jobless claims, comme tous les jeudis, et puis les permis de construire, etc. Donc des informations sur le marché de l'immobilier. Et puis vendredi, des index et consumer sentiment, des choses comme ça. Bien évidemment, le gros sujet sera la semaine prochaine et ça sera le FOMC, donc le meeting de la Fed. Qu'est-ce que pense le marché à ce stade ? Est-ce qu'on a eu une évolution aujourd'hui dans un sens ou dans l'autre ? Eh bien, on a remonté au niveau des gens qui pensent que Powell ne va rien faire. C'est-à-dire qu'on était à 16%, vous le voyez, on est passé désormais à 34% du marché. Alors moi, je pense qu'il va quand même nous faire un 0,25 pour le moment. Et je pense que d'une certaine manière... En protégeant les déposants, il peut pas donner un 0,50, je suis totalement d'accord avec ça, et je l'ai déjà dit d'ailleurs, même quand on était déjà à 70% du marché qui pensait que ça allait être 0,50, pour moi ça n'était pas possible, et je l'ai déjà dit. Par contre, nous donner un 0,25 sur ce coup-là, je pense que c'est tout à fait possible. Donc je voudrais pas que ce chiffre remonte trop, au sens où du coup, ça nous ferait sinon, dans le cas, si jamais tout le marché croit qu'il va nous faire un 0 et qu'il nous fait un 0,25, ça fera une baisse. La deuxième chose également, c'est que par contre, si ce chiffre-là remonte d'ici mardi, c'est-à-dire qu'on est à 80 ou 90%, il y aura probablement un sell de news, c'est-à-dire que tous ceux qui ont acheté la news que on ferait un 0,25, il y aura un petit sell de news, c'est-à-dire une news dont on est déjà au courant, entre guillemets, puisque le marché la price comme telle, on sait qu'elle est déjà dans les prix, et donc du coup, on vend ceux qui ont, entre guillemets, court terme, acheté le bottom local, on va dire, sur, par exemple, à 3009 sur S&P, 3800, les bottoms actuels, et que derrière, on a une remontée, on aura probablement ici une vente. Donc ça, c'est deux choses à comprendre. Il n'y a pas finalement de bonne news ici, si ce n'est celle où le marché price 0,25 à 80%, par exemple, on n'a que 20% qui price 0, et que Powell nous donne une 0. Je ne crois pas que ça soit politiquement acceptable, vu le contexte, que Powell nous donne une 0. Néanmoins, c'est tout à fait possible qu'ils disent, regardez, on a une crise financière, on va pour l'instant poser, on va attendre, on va calmer un petit peu, on va laisser l'inflation voir, on a des bonnes datas, du coup le CPI nous donne aussi une bonne data, donc ça va plutôt dans le sens du 0 ou du 0, donc du 0, ça c'était pour les news d'hier, c'est pour ça que le chiffre a remonté, ou du 0,25. Pour moi, on aura quand même un 0,25 au sens où on a quand même un Powell qui doit faire son job quelque part, et on s'est acheté la possibilité, grâce à cette nouvelle forme de quantitative easing qui est la protection des déposants, on s'est peut-être acheté la possibilité de continuer et d'aller à minima jusqu'au 0,5. Vous allez voir aussi, et du coup, excusez-moi, mais ça va être une vidéo un petit peu longue, mais là, tout a changé. On n'est plus du tout sur les zones de pivot. Vous avez même des gens qui commencent à penser que on va pivoter dès juin, quoi. 45% du marché ici qui pense que non seulement on va rester au taux actuel, mais qu'en plus on va commencer à pivoter. Pardon, c'est là les pivots. Vous voyez le ease ici, pour l'instant il est en septembre, mais on commence à avoir vraiment des gens qui pensent qu'on va pivoter en juin, et on commence à avoir vraiment pas mal de gens également qui pensent qu'on est déjà au niveau terminal des taux, c'est-à-dire qu'on n'aura aucune hausse en plus. Donc voilà, ça c'est pour l'analyse. Pour moi ça va un petit peu loin, au sens où la teneur de cette crise financière qui fasse tout d'un coup repivoter les actions et pivoter également la Fed aussi rapidement, c'est-à-dire mars, avril, mai, juin, dans 3 mois on recommence à baisser les taux, alors que le marché du travail va très bien et qu'on est dans un contexte extrêmement inflationniste. Je pense pas que ce soit possible, étant donné le traumatisme qu'on avait eu dans les années 70-80 et cette arrivée de Volcker qui monte les taux à 20% d'un coup, qui casse tout, mais il le sait, il sait très bien qu'il va tout péter, et du coup derrière qui redresse l'économie pour les 20 années suivantes, et qui du coup est plus ou moins un héros national. Est-ce que Powell va jouer les héros? Est-ce qu'il va jouer la prudence? Est-ce qu'il va gérer son truc? Est-ce que dans une année pré-élection, il va nous donner finalement peut-être un no landing aussi, c'est-à-dire tout simplement
pas d'atterrissage avant que l'administration Biden soit réélue. En tout cas, quand je dis l'administration, je pense pas que le bonhomme va se représenter. En tout cas, il a l'air peut-être quand même suffisamment âgé pour nous dire au revoir. Mais on verra ça également. C'est possible qu'il se représente, hein, tout à fait. Voilà. La liquidité, voilà, excusez-moi, on y arrive. Alors, la liquidité, sur les 24 dernières heures, à nouveau 316 millions, 140 millions sur BTC, beaucoup d'open interest sur BTC en ce moment, et 76 millions sur Ether. On n'a pas étudié la Bitcoin dominance, je voulais faire un sujet dessus, mais c'est pas grave, on va quand même passer rapidement sur la liquidité. Ici, sur le carnet d'ordre, alors sincèrement, j'ai pas regardé ce matin, on a des ordres qui pourraient avoir envie d'acheter sous les 23. Avant ça, on n'a pas grand-chose, sincèrement. Je vois pas de grosses lignes, voilà. Et on a de la vente à partir de 25 500. Voilà. Mais sinon, les gros ordres de vente ici ont disparu. Je vais essayer de... C'est un petit peu chiant, le système de... Voilà. Ouais, on a de l'achat à partir de 23 et là on a des gros ordres qui ont disparu, mais on a quand même de la vente jusqu'à 25 ici. Les marchés en levier sur BTC. Alors on avait dû faire la vidéo par là, vous voyez que 2 niveaux en long ont été pris. On est bien sur BTC, je vais juste... Alors, donc ça c'est pris, ça c'est pris. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? On est plutôt normal ici, c'est-à-dire qu'on ferme du long, donc le funding descend, c'est relativement normal. J'ai pas de niveau de short outre mesure. Ici, par contre, j'ai du short puisque le prix monte et le funding descend, donc j'avais du short ici sur ce point-là. Le niveau a été travaillé derrière. Ici, j'ai l'inverse, c'est-à-dire que j'ai un prix qui descend et un funding qui monte, donc j'ai du long ici. Est-ce que le niveau a été pris? Oui, on peut estimer que oui. On va peut-être juste le décaler là, mais on peut estimer qu'il est en train où il a déjà été travaillé, ce niveau-là. Et puis ensuite, latéralisation, on va dire latéralisation aussi, légère augmentation du funding peut-être un petit peu de long sur toute cette zone. Et puis là, on voit une très grosse position qui s'ouvre. Alors parfois, Coinalyze bug, hein, ça arrive avec les trucs, les gratuits, quoi. Les choses gratuites sont pas toujours... Ici, pour moi, on est normal. Et ici, j'ai très légèrement du long. Donc, ce point-là est vraiment cohérent. Pour moi, rien de plus. Hein. C'est-à-dire que, oui, on est un petit peu shorté au top, probablement. On pourrait mettre un niveau ici en trétillé. En bleu. Et trétillé, mais pas d'anomalie. On force pas sur le short de manière incroyable. J'ai des spreads qui sont positifs. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien quand les spreads sont positifs, en tout cas pour du long. Donc voilà. Ensuite, sur Ether. Sur Ether. Et bien on est venu chercher ce niveau-là et on est venu chercher ce niveau-là, donc c'est propre aussi. Après, comment on s'est construit là-dessus? Là vous voyez que j'ai pas mal de longues puisque le prix descend, mais on augmente en funding, donc ça veut dire que j'aurai un niveau à venir chercher ici et c'est plus ou moins ce qu'on a fait derrière. Donc on va juste passer ce niveau-là en 2 pixels. Merde. En estimant que c'est un gros niveau dorénavant, puisqu'on a pas mal de liquidité en dessous ici, ça y est. Et puis derrière, là ça continue. Donc on a du long qui se monte ici. Et puis derrière, on reprend un petit peu une vie normale, sauf ici où on est probablement shorté fortement. Ici. Donc du coup, là, on va mettre un niveau de short. On va le garder en 1 pixel. Parce que ça fait plonger, oui, le funding, mais bon, voilà. Et puis, derrière, on descend, mais le funding monte, donc pas mal de long également, encore une fois, sur ce mouvement-là. Et puis là, à ce stade, on est relativement normal. Donc attention, on est plutôt, j'ai l'impression, en train de potentiellement rajouter du long sur une période sur un moment où il y en a déjà. C'est ce qu'on va voir avec les liquidités. On a probablement quand même nettoyé une partie de la liquidité, hein, qui était en dessous, puisque le prix a perdu 1000 $, on va dire. Oui, vous le voyez là, on avait 30 milliards à liquider, on est descendu dorénavant à 20 milliards, donc ça veut dire que malgré tous ces shorts là qui se sont mis dans la zone, on a quand même du long qui est également rentré au-dessus. Disons que si on avait eu 0 short là, on pourrait déjà être quasiment à 15 milliards.
On va regarder que les x100, désormais j'ai fait comme ça c'est plus simple. Et bien sur les x100, effectivement vous le voyez, on a quand même des zones, des points de liquidité et des grosses positions qui sont à prendre ici entre le point actuel et les 26 et quelques. Et puis on a de la grosse position, on va dire, si on doit travailler des zones de densité. Alors je crois que celle-là a déjà été mangée. Ouais, celle-là a été mangée. Je poste tous les jours ces charts dans la section affiliés, hein, pour ceux que ça intéresse. Voilà, vous aurez juste une affiliation avec moi et vous aurez tous les jours la charte de liquidité. Oui, donc on a quand même une zone ici, moi je trouve, autour des 23. Première zone, en fait, elle est à 24 pour moi, 23,5, pardon. 23,5, première zone, deuxième zone, 23, enfin c'est à peu près des multiples de 500. Comme, encore une fois, c'est une coïncidence. Mais là, ici, 21,3 également, on a peut-être des choses, voilà. Bon, difficile à dire, mais en tout cas, il y a de la liquidité en dessous, hein, il faut bien le comprendre. Et il en reste, on en a nettoyé un petit peu. Alors, sur Ether, on va regarder, vous voyez qu'au plus haut, on va dire, on était à 35 milliards également. Non, c'est Ether, ça? Eh non. Excusez-moi. Donc du coup sur Ethereum on était à 14 milliards et on est passé à 10 milliards. Donc on a perdu un tiers du funding positif en delta sur les 5 derniers jours. La différence entre position short et position longue, vous voyez que c'est cette grosse position là qui déclenche un peu les choses, hein, finalement, de cette descente, c'est de dire bon ben on va chercher ce mec là, et puis derrière finalement au moment du rebond on n'a pas autant réenclenché. Par contre le prix a dû faire sa descente ici, vous voyez qu'on a quand même du long ici dans la zone, et probablement que dans les grosses positions, c'est ce qu'on va voir plutôt en affinant sur les x100. Et ben on a une première zone ici autour de 1626, ça correspondrait à attaquer ce creux là qui est là. Vous voyez que pour l'instant on n'a pas grand chose, enfin il faudrait zoomer là ici, là en fait, voilà, c'est ce qu'on va faire. Si on a un petit peu de monde quand même, on a des petites positions ici sur toute la zone jusqu'à 1676. On va peut-être avoir plus de réponses en regardant les poches de liquidité. On va se mettre sur la 12 heures, on est bien sur BTC. 12 heures, on a enclenché pas mal de shorts quand même, on le voit là. Le prix a diminué, donc on a, on va dire, déclenché, on a viré une partie des longues, hein, là, qui étaient là. Donc pour l'instant, il reste quand même plutôt du short sur la 12 heures. C'est l'action de prix qui a fait que on a quand même bouffé du long, puisque, d'ailleurs, on pourrait regarder ici. Qu'est-ce qu'on a bouffé en majorité? Vous voyez que c'est 50-50 à peu près, hein. On a quand même mangé plus de shorts que de longues, visiblement. Donc on a quand même attrapé de la liquidité shorteuse. Mais il y a 24 heures, on n'avait peut-être pas déjà fait le mouvement. Oui, c'est ça, on n'avait pas déjà fait le mouvement CPI, puisque le CPI est sorti à 13h30. Donc on n'avait pas encore fait le mouvement CPI, c'est ça. J'étais sur quoi? J'étais sur la heatmap sur BTC, la 7 jours. 7 jours, vous voyez qu'on a extrêmement bien nettoyé la map en 7 jours. Vous voyez que là, si on regarde la 7 jours, ça nous dirait plutôt 23,2 pour cette correction-là. Vous voyez qu'on a quand même une zone de densité potentiellement ici, je trouve, à venir prendre. Est-ce que c'est ça qui peut nous permettre d'enclencher plus de shorts ici encore dans la zone? Ou alors est-ce que là, le prix va y avoir un mouvement au spot et le prix va tout de suite réenclencher? Ne pas perdre ce niveau des 23,8 finalement, 23,9. Le niveau dont je vous parlais tout à l'heure, qui est plus ou moins le niveau que le mouvement doit holder pour ne pas attaquer cette jambe-là. Est-ce que ce point-là va tenir ou pas? Bien évidemment, c'est une excellente question. Et pareil, sur la 12 heures, c'est encore plus flagrant sur Ether. Le mouvement sur la 12 heures pourrait aller sous les 1640, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, si on prend que la bande jaune qui est là. Mais on a quand même enclenché plus de short que de long, tout simplement parce qu'on a viré du long en faisant une action de prix vers le bas. Et sur la 7 jours, même analyse, 1360 toujours comme point à prendre, mais vous voyez que c'est moins énorme que sur BTC quand même, il y a moins d'open interest, et en haut, 1840 pour le moment. Est-ce que nettoyer la zone ici sous les 1630 ne serait pas une bonne option, de manière aussi à réenclencher du long? Il doit y avoir probablement également pas mal de monde garé sous la structure, c'est finalement cette bande jaune qu'on voit là, c'est tous ceux qui sont garés sous la structure précédente, donc également des stop loss évolutifs, c'est-à-dire que vous augmentez vos stop loss
en le garant sous, on va dire, le dernier support, de manière à, si jamais le support casse, effectivement, vous faire sortir. Donc peut-être une petite mèche à venir faire, de manière à venir prendre cette liquidité-là. On va aller sur le prix et on va conclure. Alors, en conclusion, vous voyez que j'ai commencé par une vidéo qui était plutôt investissement, et puis ensuite on est parti vers du trading également pour voir, essayer de comprendre où sera le prix demain. C'est le propre de la météo. Et il faut bien comprendre ici qu'en investissement, pour le moment, si je me mets en weekly, la tendance est toujours baissière, ok? Donc ce qu'on peut jouer, c'est juste un soulagement. Je vous ai montré les targets à 95, mais il est tout à fait possible ici que on ait besoin de faire un double bottom, par exemple au 15,4 pour finalement aller au 95, revenir retester par exemple ce biseau, une fois qu'on aura par exemple fait un pump, revenir le retester encore une fois, c'est tout à fait possible. C'est des choses qui sont malheureusement fréquentes avec les élargissements, et donc du coup assez compliqué bien évidemment. La deuxième chose, et elle est importante, c'est que il faut faire attention quand vous écoutez des analystes et tout ça, à ne pas faire un filtre de ce que vous voulez vous entendre. J'ai bien dit ici dans ma vidéo qu'il y a des scénarios qui sont baissiers, il y a des scénarios qui sont haussiers. Parfois, j'ai l'impression que les gens se mettent un filtre et finalement, ils essayent tout simplement de trouver des validations de leur propre scénario de manière à être dessus. Non, des scénarios, il y en a plein, et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement pragmatique, et c'est pour ça également qu'il faut, pour moi, suivre au jour le jour. C'est ou soit vous achetez et vous oubliez, ce qui est possible aussi, vous regardez une fois tous les 2 mois, mais si vous regardez mes vidéos, je pense pas que ça soit votre psychologie. Donc, suivre au jour le jour, ça veut dire quoi? Ça veut dire également intégrer le fait que, oui, le prix pourrait aller plus bas. Donc ici, à ce stade, avoir un certain pourcentage de cash en fonction de votre propre psychologie et la propre... le fait que si vous vous dites, bon, je pense qu'on a 30% de chance de faire un nouveau plus bas, 20%, il doit vous rester théoriquement 20% de votre allocation en cash. Et si c'est pas le cas, il va falloir prendre une partie de votre cash et potentiellement l'amener sur les exchanges pour en tout cas avoir encore du cash qui est prêt à dégainer si jamais effectivement ici ça descend. Et comprenez bien qu'il vaut mieux se poser la question et si ça descendait quand on est sur de la bougie verte comme actuellement, et se poser la question et si ça montait et donc à l'achat quand on est sur des bougies rouges. Vous avez même des gens qui inversent les couleurs pour se dire ah bah tiens finalement c'est rouge, je vends. Moi, vous voyez que j'ai changé les couleurs, tout simplement parce que il y a beaucoup de traders qui font ça, au sens où psychologiquement, normalement, on va dire que par exemple, si vous voyez un feu rouge, vous vous arrêtez, si vous voyez un feu vert, vous avancez. Donc psychologiquement, le fait de changer les couleurs, ça fait des choses dans notre subconscient qui nous emmènent à être peut-être moins, on va dire... manipulé par tout ce qu'on nous a appris depuis l'enfance et tout ce que notre subconscient peut avoir intégré, à savoir rouge c'est mal et vert c'est bien. Voilà, bon, je suis en train de dériver du sujet là, mais comprenez bien, et c'est très important, que tout simplement, il faut toujours quand même intégrer la totalité de l'analyse. Le but n'étant pas, si vous regardez des vidéos d'analystes, si vous pensez que ces analystes sont plutôt bons, etc., de filtrer en fonction de ce que vous voulez entendre. Ce que vous ne voulez pas entendre doit aussi également rentrer dans votre cadre d'analyse, et c'est ça qui est extrêmement important. Donc, à ce stade, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on est soit sur un élargissement, soit sur un diamond top, ok? Donc ça peut être baissier comme ça peut être haussier, d'accord? Haussier, élargissement, baissier, diamond top, ok? Parfois, j'ai des scénarios qui sont beaucoup plus haussiers. Vous avez dû remarquer également que assez souvent, quand on pousse très fort, finalement, je suis le premier à dire, oulala, attention, attention, entre guillemets, oui, la structure, elle est belle, on est en train de rechanger la structure, etc., etc., mais on va pas dire to the moon, parce que ça veut dire qu'il y a de la liquidité en dessous, ça veut dire qu'on a bouffé une bonne partie de la liquidité, puisqu'elle a même pas eu le temps de se replacer. Si vous voulez, si on avait des structures qui étaient comme ça, et très lente, bah là c'est mieux parce que du coup à chaque fois j'ai le temps d'enclencher du short au-dessus, ok? Ici, à chaque fois qu'on fait ça, j'ai le temps d'enclencher du short au-dessus. Et même à la limite, si à un moment donné on fait ça, j'ai nettoyé une partie des longues qui étaient en dessous pour repartir, etc. Donc là, une structure qui est plus lente, qui est plus voilà en consolidation, qui monte lentement, pour moi elle nettoie bien sa liquidité. Pour moi ça c'est une structure qui part trop vite, celle-ci en tout cas, enfin c'est une action de prix qui part
pas un peu trop vite pour ne pas dégainer quelque chose de rapide également dans l'autre sens. Voilà, c'est ça. Mais ça peut, et je veux dire encore une fois, là on l'a eu, bon on a rien eu de rapide dans l'autre sens, on a eu une correction d'une 50aine de % de ce qu'on avait fait sur la hausse, ce qui est très sain. Donc on peut ici à ce stade peut-être repartir, mais comprenez bien que on n'est pas encore dans, on va dire, ce type de config. Allez, celle-là, elle était, encore que celle-là, elle ressemble un tout petit peu, mais c'est, pour moi, on a nettoyé plus bas là. Donc on n'est pas dans ce type de config pour moi. On est peut-être dans ce type de config. Ce type de config, ça reste à voir, vraiment. Sauf que là, on viendrait mécher dessous, hein, vous le voyez, là, on fait un élargissement. Donc ça reste à voir, mais pour moi, le fractal ici, il est invalidé à ce stade. La structure est vraiment différente. Ce type de config-là, pourquoi pas ? C'est-à-dire revenir ici, rejouer plus bas finalement que les, combien on a dit, 19,7, enfin là où on a rebondi à peu près. C'est-à-dire, en fait, finalement que là, dans la structure, on serait à peu près par ici. Revenir nettoyer ce qui est en train de se construire là, en ce moment, et ensuite repartir. Pourquoi pas ? Ça, c'est pourquoi pas. Mais bon, vous voyez ici que, entre guillemets, la structure, elle est ni acheteuse ni vendeuse, au sens où c'est pas un joli flag, c'est pas, voilà, on sait pas trop réellement où ça va ce truc-là, ou encore une fois, on peut être typiquement là-dedans, comme on peut être typiquement là-dedans. Si j'enlève la première mèche, là, admettons, et que là, on voit, vous voyez, là, cet élargissement, ça, c'est peut-être une possibilité, c'est-à-dire que derrière, donc là, on rebaisse, on revient, entre guillemets, quelque part d'un petit peu plus bas, on fait finalement, et encore une fois, la grande différence là, c'est que là on est en bas de quelque chose sur cette structure là, et là on est en haut de quelque chose sur celle-là. Là on est là, et là on est là. Donc il y a quand même une grosse différence en termes de liquidité, au sens où là la liquidité elle est plutôt stockée ici, et ici dans ce cadre-là, la liquidité elle était plutôt stockée ici. Donc grosse différence, pas nécessaire, vraiment pour moi voilà relativement importante. Après, ça, non, pour moi, c'est pas vraiment quelque chose qui ressemble. Donc voilà, sur les dernières structures, on va dire que la structure, vous voyez que ça, c'est des structures de vente, c'est des très jolis bear flags. Ici, bear flag, ici, bear flag, ici, moins évident, mais biseau, voilà. Et là, on est dans un élargissement pour le moment, c'est relativement pas fréquent. Diamond Top ou élargissement symétrique de sommet, c'est plus ou moins la question du jour. J'ai failli faire une vidéo qui fasse 35 minutes, mais finalement, ça va être du 50 comme d'habitude, parce que je me suis encore étalé. Et du coup, voilà, mais c'est parce que ça me plaît, ça me passionne, et parce que, voilà, c'est des choses où, parfois, je fais la vidéo et en même temps, je réfléchis en même temps que vous. Enfin, je veux dire, je réfléchis en même temps que je parle. Voilà, ici la structure de retournement potentiel ultime, ça va être cette épaule, tête, épaule. Si elle prend forme, si on arrive à vraiment encasser la ligne de coup, etc., on a une target qui est autour des 40 000, ça reste une target, mais les épaules, tête, épaule sont relativement précises et relativement nettes. Je trouve que moi c'est une figure que j'aime bien trader en tout cas. Donc oui, effectivement, peut-être un long swing avec un levier pas trop conséquent. Alors pour moi le danger là, c'est que comme la jambe, ici la dernière jambe là, elle a été très rapide, globalement, on va dire ça a délivré comme ça avait délivré là, donc là on a eu la réponse dans l'autre sens, et là en l'occurrence, est-ce qu'on n'aurait pas la réponse dans l'autre sens, c'est-à-dire plutôt un retest par exemple ici des 21.3. Pour moi 21.3 c'est quelque chose qui pourrait vraiment me parler en termes de correction. Donc j'ai des niveaux en termes de correction, et je parle ici de vraiment potentiellement, venir du coup nettoyer une partie de ce qu'on a fait là, qui s'est fait très vite. C'était une réaction, une surréaction peut-être à des nouvelles. Les banques vont être sauvées et on va potentiellement avoir un pivot de la Fed. Cette réaction, elle est trop importante pour moi à ce stade. Elle a peut-être besoin qu'on fasse une correction dessous. Si on part sur une énorme tige comme ça me va aussi. Hein. Moi, j'ai un portefeuille d'investissement, donc c'est cool. Je suis content. Hein. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, voilà, vous le voyez. Pour moi, liquidité, c'est plutôt baissier. Pour moi, position ici à ce stade, je suis pas en trade en ce moment. J'ai passé un long hier qui s'est plutôt bien passé. J'ai passé 2 longues hier même.
même qui se sont très bien passées. J'ai dû rater une entrée, donc à ce stade j'ai fait une super journée hier. Je pense qu'aujourd'hui je vais rester tranquille, attendre de voir comment la structure se développe. Encore que si jamais je vois des choses intéressantes ici à prendre, je les prendrai, mais en ce moment je joue vraiment plutôt du scalping et plutôt des time frames très petites, avec assez rapidement un stop loss en évolution gagnante entre guillemets, parce que j'avais ici pris le trade du siècle à 19. Malheureusement, j'ai TP un peu vite parce que j'ai pas cru qu'on pourrait faire une tige aussi forte. Et donc du coup, là, finalement, je me retrouve plutôt à devoir prendre des petits mouvements, etc. pour faire mon trading daily. C'est dommage parce que ce trade-là aurait peut-être potentiellement pu être quelque chose d'intéressant sur lequel s'asseoir pendant après relativement longtemps, c'est-à-dire avoir mon capital, en gros, qui travaille pour moi et être plutôt peinard à siroter des mojitos au bord de la piscine, de temps en temps vendre 3 ou 4% de la position pour faire le mois, jusqu'à ce que tout ça parte. Là, on partait en bull run, bien évidemment, et pareil, j'en ai pris un aussi à peu près dans ces eaux-là, qui aurait pu être une magnifique position. Néanmoins, c'est incertain, on est vraiment tout en bas ici, donc c'est difficile de faire exactement ce qu'il faut. Et puis c'est facile par contre de faire la météo d'hier en disant ah t'as vu, je t'avais dit que aujourd'hui il ferait, la météo d'hier, je t'avais dit que hier il avait plu et il a plu, donc voilà, c'est complètement con. Mais voilà, je m'arrête là-dessus et je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'ai pour habitude en fin de vidéo, et j'ai oublié de dire à tout le monde de venir mettre un like et s'abonner sur le Discord, j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. En l'occurrence, la question du jour, elle sera sur peut-être les enfants, voilà. Est-ce que vous pensez que ce sont les enfants qui peuvent naître hyperactifs, ou alors est-ce que vous pensez que ce sont les parents qui rendent les enfants hyperactifs? Question à la con du jour. Est-ce que, on va dire, l'hyperactivité est quelque chose d'inné ou quelque chose d'acquis, en fait, plus ou moins? Voilà, ce sera ma question du jour. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut et merci à tous.